Bonjour, bienvenue pour cette 26e édition des Rencontres d'Averroès et très heureux de vous accueillir toujours si nombreux au théâtre de la Criée. C'est l'image d'un temple dans une flaque. Il se reflète et il nous regarde. Qu'avons-nous fait de la démocratie ? C'est l'image d'un temple grec bâti par Iktinos, rêvé par Périclès et magnifié par Phidias, symbole, origine ou image, sans doute toute faite, que nous nous faisons de la démocratie. C'est l'image d'un songe fait de pierre ou de marbre, le Parthénon. Il nous élève au-delà de nous-mêmes et semble nous ouvrir un chemin. Qu'avons-nous fait de la démocratie ? Un songe grec, aux origines bien ambiguës d'ailleurs, car la démocratie semble indéfectiblement liée au temps et à l'institution de l'esclavage, comme le montre bien Paulin Ismar dans son dernier livre et que vous allez entendre dans cette première table ronde. C'est l'image d'un temple dans une époque, la nôtre, qui nous semble de plus en plus crépusculaire. Est-ce la fin de la démocratie ? Trump, Poutine, Bolsonaro, Netanyahou, Sisi, Orban, Erdogan, Salvini et bien d'autres encore, chefs d'État ou de gouvernement d'aujourd'hui, qui incarnent bien autre chose que la démocratie. Quel est le monde qui vient ? Le moment démocratique est-il révolu ? Sommes-nous définitivement passés à côté ? Et si nous remontions aux origines de la démocratie pour tenter de mieux comprendre ? C'est le sens de cette première table ronde aux origines de la démocratie, modèle européen ou universel, que va animer notre ami Jean-Christophe Ploquin du journal La Croix, qui est un des partenaires importants de ces rencontres d'Averroès et qui va donc animer cette première table ronde autour de justement cette question d'une rive à l'autre de la Méditerranée, où se pose aussi cette question de l'universalité de la norme démocratique, selon la notion que va développer avec vous tout de suite Yad Ben Achour. Mais qu'en est-il des autres révolutions arabes, puisque l'universalité de la norme démocratique dont parle Yad Ben Achour vient de l'expérience tunisienne. Qu'en est-il des autres révolutions arabes ? C'est plutôt le temps du désastre, du chaos, de la violence et de la dictature en Égypte, en Syrie, en Libye, au Yémen ou en Irak. Mais y a-t-il un après du désastre entre Europe et Méditerranée ? Nous sommes en ce mois de novembre exactement 30 ans après la chute du mur de Berlin, 1989-2019. Qu'avons-nous fait de ce rêve ou supposé rêve démocratique ? Est-ce la fin de l'histoire ou d'une histoire ? Et ce sera notre deuxième table ronde de samedi matin, animée par Daniel Desesquel de RFI, tout aussi fidèle aux rencontres d'Averroès. Sommes-nous passés à côté de notre époque ? Notre génération a-t-elle failli ? Après la chute du communisme, le capitalisme le plus prédateur, dévastateur de la planète, a imposé sa logique financière et marchande à travers la globalisation. TINA, there is no alternative. C'était le slogan si cher à Margaret Thatcher, et elle ajoutait d'ailleurs, dans l'Union, ou plutôt la désunion européenne, I want my money back. On sait où tout cela nous a menés, et la Grande-Bretagne en particulier. Oui, c'est l'image d'un temple dans une flaque. Quel reflet pouvons-nous saisir pour mieux comprendre notre époque, au-delà d'une vision crépusculaire ? Le temps du monde est-il encore à la démocratie ? Mais pour que ce régime soit viable et même crédible, il y a une question qui se pose. Quelle place pour le peuple en démocratie ? Et ce sera notre troisième table ronde de samedi après-midi, animée cette année par Fabien Escalona de Mediapart. Régime du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et si c'était vrai ? Est-ce qu'on connaîtrait une telle crise de la représentation ?
N'oublions pas que nous sommes quasi jour pour jour, puisque c'était le 17 novembre, à 1 an du lancement de ces manifestations appelées les Gilets jaunes en France et qui ont révélé bien des failles, des carences dans notre démocratie et dans sa représentation. C'est l'image d'un temple dans une flaque, et il s'agit justement de ne pas consentir à ce reflet, de ne pas s'abandonner à ce temple crépusculaire. La démocratie est bien fragile et elle commence à s'effondrer à partir justement du moment où l'on renonce à la défendre et je dirais même à la réinventer pour tracer d'autres chemins. Et ce sera le thème de cette 4e table ronde du dimanche matin, quel avenir au pluriel de la démocratie, que j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer dimanche matin au Théâtre de la Criée. Si vous nous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir. Ce slogan magnifique, né de la révolution en Égypte, de la place Tahrir, je l'ai trouvé dans un livre remarquable d'Omar Robert Hamilton, La ville gagne toujours, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur la table de libraire dehors. Ce slogan magnifique, si vous nous empêchez de dormir, si vous nous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir, ce slogan magnifique nous révèle sans doute là où est la sève, la force de vie dans notre inlassable capacité à rêver le monde, à ne pas consentir au désastre, à chercher l'avenir pour lui donner un autre visage. Comme cela a été récemment le cas au Soudan et aujourd'hui encore en Irak, au Liban ou en Algérie. Sans oublier bien sûr tout ce qui se joue dans d'autres pays comme à Hong Kong ou au Chili. Quel est le monde qui vient ? Quel avenir pour la démocratie ? Il faudra attendre au moins jusqu'à dimanche matin pour avoir des éléments de réponse à ces questions. Le temps de la délibération, du débat public, de la controverse, est inhérent à la démocratie. Et c'est ce que nous tentons de faire depuis maintenant plus d'un quart de siècle à travers ces débats d'idées que sont les rencontres d'Averroès. Mais c'est aussi, pas simplement des débats d'idées, c'est aussi une connaissance par le sensible. Et vous l'avez entendu, il est prévu 3 grands rendez-vous, 3 moments de spectacle autour d'un hommage à Kateb Yassine que rendront Mohamed Kassimi et Manon Worms, autour d'un moment musical assez exceptionnel, étonnant, du Cri du Caire avec Abdallah Miniaoui et ses musiciens et un invité qui est Médéric Collignon. Ce sera ce soir à 21h. Et à travers le trio Joubran, fameux, qui nous fait l'amitié de revenir. Et donc ça, ce sera samedi soir. Tout cela compose un ensemble que nous avons fabriqué, composé, avec toute l'équipe de l'association des livres comme des idées que dirigent Nadia Champagne et Fabienne Pavia. Et je voudrais ici vraiment saluer l'immense travail que fait des livres comme des idées, non seulement pour préparer les rencontres au moment du temps fort, mais aussi pour tout ce qui est d'Averroès Junior. Et tous nos invités nous disent combien ils sont bien accueillis, et c'est un élément pour faire vivre et exister ces rencontres. C'est un élément aussi à travers les bénévoles qui sont auprès de l'association et qui jouent un rôle décisif dans l'hospitalité. Je voudrais aussi évidemment remercier le Théâtre de la Criée qui nous accueille dans cette maison, le lieu de parole dans la cité. Et c'est très important d'être ainsi au cœur de cette place centrale de Marseille, qui est le Vieux-Port. Et je voudrais saluer et remercier Macha Makayev et toutes ces équipes techniques d'accueil qui sont si disponibles et qui rendent possible aussi ces rencontres. La librairie L'Odeur du Temps qui prolonge les rencontres. Et donc, juste après la table ronde, donc vous retrouverez les invités, parce qu'il faudra sortir assez vite à cause du spectacle qui a lieu ce soir. Et donc vous pourrez retrouver les invités qui signeront leurs livres dans l'espace de la librairie à l'extérieur. Je voudrais aussi saluer et remercier les institutions fidèles qui sont auprès de nous et qui rendent possible ces rencontres d'Averroès, en particulier la ville de Marseille et
la région Sud, qui nous soutiennent activement, comme la fondation La Sophia, qui nous accompagne dans les rencontres d'Averroès. Je ne remercierai cependant pas, une fois encore, le conseil départemental qui nous a lâchés depuis 2 ans, qui oppose, à mes yeux, de façon tout à fait dangereuse, Provence et Méditerranée, et qui surtout prive bien des collégiens de tout le programme Averroès Junior, et je trouve que c'est extrêmement regrettable. Je voudrais enfin avoir une pensée pour les absents, à commencer par les absents du 5 novembre, les 8 personnes qui sont mortes dans cette ville après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Quand on parle de faille ou d'effondrement de la démocratie, on en a là sans doute un exemple. Je voudrais avoir une pensée amicale pour Bruno Etienne, grande figure qui a été aux rencontres d'Averroès et qui nous a quittés depuis 10 ans déjà. Et donc, je voudrais le saluer ici, ainsi qu'évoquer la figure de 2 chercheurs, Fariba Abdelka et Roland Marchal, qui sont aujourd'hui tenus prisonniers en Iran, pour ne pas les oublier jusqu'à leur libération. La dignité, la force et la raison d'être d'une démocratie, c'est d'être aux côtés des plus fragiles et de défendre inlassablement la liberté et les droits de l'homme. Le droit de l'hommisme, soi-disant, est une insulte, une formule toute faite que ne manque pas de proférer avec mépris une certaine morgue les puissants, trop souvent impuissants, à faire vivre la démocratie, et qu'ils profèrent notamment contre des ONG, comme une que l'on va accueillir dans le cadre des rencontres d'Averroès et qui m'est si chère, qui s'appelle SOS Méditerranée. Elle sauve les plus fragiles, ceux qui... Voilà, il n'y a pas de question à se poser, il faut les sauver, et je crois que des ONG comme SOS Méditerranée redonnent un peu d'estime et de dignité à ce que nous sommes dans nos fragiles démocraties. Oui, c'est l'image d'un temple dans une flaque. Ne le laissons pas plus longtemps par terre. L'homme mérite bien mieux que cela. Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Cette très belle sentence de Terence, poète latin d'entre les 2 rives, entre Carthage et Rome, je crois que nous pouvons nous la faire nôtre pour cette édition des rencontres d'Averroès. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, et vous souhaite une très belle nouvelle édition. Bonne journée. Merci Thierry. Bravo déjà pour cette nouvelle édition des rencontres d'Averroès. Quel bonheur et quel honneur d'intervenir devant un théâtre aussi bien rempli. Nous allons, avec les 4 intervenants qui sont autour de cette table, vous inviter à un voyage dans l'histoire. Et l'illustration nous donne le point de départ de ce voyage dans l'histoire qui va nous emmener à Athènes, dans l'Athènes classique, qui va nous amener à Rome, la Rome de la République, et puis ensuite, à travers le Moyen-Âge, à travers le XIXe siècle, le XXe siècle, et dans différentes latitudes, y compris bien sûr dans le monde arabe, nous continuerons le voyage pour essayer de voir, d'apprécier comment la démocratie qui est apparue à Athènes et à Rome a été interprétée et réinterprétée sans cesse par des gens qui ont essayé de penser en fonction
de l'époque et du temps dans lequel il vivait. Et finalement, c'est aussi la question qui nous est posée, à nous, ici aujourd'hui, et la question auxquelles nous répondrons, et les intervenants répondront dans un deuxième temps, c'est finalement l'héritage d'Athènes, l'héritage de Rome. Peut-on s'y ressourcer? Est-ce que ça nous aide aujourd'hui, ici, maintenant, dans la France du XXIe siècle? Et puis nous aurons une deuxième interrogation, c'est finalement, est-ce que Athènes et Rome, ça a été un point de départ, une origine de la démocratie, ou bien est-ce que ça a été les premiers scintillements d'un principe universel qui ne demande qu'à apparaître dans les différentes civilisations du monde? Pour entamer le voyage à travers l'histoire, je me tourne vers Paulin Ismard, vous êtes historien. Vous avez travaillé depuis plusieurs années sur les cités grecques à l'époque classique, hellénistique. En lien avec notre débat d'aujourd'hui, on peut citer 2 ouvrages, La démocratie contre les experts et un livre qui vient tout juste de sortir, qui s'intitule « La cité et ses esclaves », puisqu'une des grandes originalités de votre travail, c'est justement d'avoir fouillé la question de l'esclavage, donc avec cette idée, dans cette Athènes démocratique, quelle a été la place des esclaves? Paulin Ismard, donc peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous préciser dans cette Athènes donc, des 6e, 5e siècles, qui participait finalement à la vie démocratique? Et la démocratie à Athènes, comment ça marche quand on est citoyen athénien? Alors, d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup. Enfin, je veux d'abord remercier tous les organisateurs des rencontres pour leur accueil. Et alors, répondre à votre question, on peut répondre très simplement en disant ceux qui participent à la vie démocratique, ce sont les citoyens, et exclusivement les citoyens qui, d'un point de vue numérique, représentent une petite partie de l'ensemble des populations des cités. Si on prend, c'est juste pour donner une image comme ça très, très parlante, si on prend l'Athènes du IVe siècle, il y a peut-être 300 000 habitants et les citoyens représentent environ autour, disons, de 30 000 individus, pas plus. Donc, un dixième. Vraiment une petite fraction de l'ensemble de la communauté. Il n'en est pas moins vrai que ce qui est radicalement nouveau, si on s'intéresse par exemple au monde grec dans la longue durée, avec l'apparition des régimes démocratiques à la fin du VIe siècle, avant notre ère, c'est que ces individus, citoyens, sont dans un rapport d'égalité et de participation sur un plan d'égalité dans la plupart des instances politiques, même dans la totalité des instances politiques de la cité. Il y avait des élections. Comment est-ce qu'on arrivait aux situations de responsabilité? Alors, il y a quelques magistratures, mais qui sont très très peu nombreuses, qui procèdent par élection, mais la quasi-totalité des magistratures, et il y en a plusieurs centaines, il y en a peut-être 600 ou 700, procèdent par le tirage au sort. Et dans la pensée grecque, disons, de l'époque classique, il y a l'idée très nette que l'élection est un principe de gouvernement de type aristocratique et que la démocratie suppose le recours au tirage au sort. Mais ce qui est aussi important dans le fonctionnement de la démocratie, il y a évidemment donc la désignation par tirage au sort, il y a le fait que n'importe quel citoyen peut prendre la parole à l'Assemblée ou au Conseil, mais il y a aussi et surtout l'idée du contrôle des magistrats, du contrôle des gouvernants, qui passe par un nombre de procédures absolument considérable, à la fois quand les magistrats entrent en fonction en début d'année, puis quand ils quittent leur charge à la fin de l'année, et même en cours d'année, il y a beaucoup de magistrats qui ne terminent pas l'année. C'est extrêmement fréquent dans l'Athènes de l'époque classique, parce qu'au cœur de la conception grecque de la démocratie, c'est de toute façon, la notion même de représentation n'existe pas.
C'est absolument central. C'est une démocratie directe et ceux qu'on appelle les magistrats, de ce point de vue-là, ne sont pas des représentants à proprement parler. Il n'y a pas de concept de la représentation et c'est évidemment ce qui sépare radicalement l'expérience démocratique antique, d'un point de vue, je veux dire, institutionnel, il n'y a évidemment pas que ça, mais d'un point de vue institutionnel, de l'expérience moderne de la démocratie. Et après, les mandats, ils durent combien de temps? 4 ans, 5 ans? Non, les mandats sont annuels. Ils sont annuels et ils sont non itératif. Donc c'est très court. Alors pour ceux qui procèdent du tirage au sort, on ne peut pas être à la même charge 2 années de suite. Donc il y a une rotation permanente des magistrats et de fait, si on essaie de se représenter eu égard à l'ensemble de la population qui participe, combien de fois un citoyen était amené à participer à telle ou telle fonction, ça supposait une participation très régulière et de la part de l'ensemble des citoyens. En fait, on se méfie un peu, le peuple se méfie, ou les citoyens se méfient de ceux qu'ils vont désigner. Pourquoi ces mandats si courts, pourquoi ce contrôle permanent? Il n'y a pas de pouvoir délégué à proprement parler. Donc il y a l'idée que le pouvoir doit en permanence rester entre les mains de l'ensemble de la communauté. Mais ce que je dis là, si vous voulez, c'est en décrivant de manière comme ça très schématique et un peu brève le fonctionnement institutionnel de la démocratie. Mais il faut bien avoir conscience qu'au moment où le terme de démocratia s'invente, donc en 460 avant notre ère, enfin, c'est la première mention qu'on trouve dans nos sources, pendant un siècle, les Grecs, de toute façon, inventent ce terme de façon assez étrange, puisqu'il est formé à partir de la racine kratos, le pouvoir, la force, la puissance, pas du tout comme les autres types de gouvernements, c'est-à-dire la monarchie ou l'oligarchie, qui sont formés autour du terme d'arché, gouverner. Donc ce terme est déjà, quand il apparaît, étrange, de toute façon, en grec, mais surtout, il y a plein de conceptions différentes de la démocratie qu'on peut lire à travers nos sources pendant les 2 premiers siècles. Il y a des textes très très différents. Un des textes les plus anciens, par exemple, qui est extrêmement étrange et assez fascinant, et qui a beaucoup fasciné, par exemple, l'historiographie soviétique, c'est un texte d'un auteur anonyme, et c'est presque un des premiers qui nous offre une définition de ce qu'est la démocratie, où lui, sous le terme de démocratie, il entend vraiment la dictature, c'est-à-dire un pouvoir exercé dans la violence, par le démos, compris comme la population la plus pauvre de la cité. Et pas du tout c'est-à-dire le peuple au sens... c'est presque la lutte des classes, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça a fasciné les historiens soviétiques qui ont vu une définition très très ancienne de ce que serait la dictature du prolétariat comme démocratie authentique. Et il y a des définitions concurrentes de la démocratie qui existent pendant les 2 premiers siècles de son apparition. Et notamment, alors aussi, un rapport au savoir, à la connaissance. Et finalement, les citoyens ne sont pas forcément des sachants. Alors, ce qui est au cœur du fonctionnement de la démocratie, une fois qu'on a décrit ces grands principes institutionnels, c'est vraiment la confiance dans le principe délibératif et la multiplication des espaces délibératifs. Et donc, effectivement, je pense, une façon de concevoir le rapport entre le savoir et le pouvoir qui est tout à fait particulier et qui ne ressemble pas tellement à la façon dont nous, aujourd'hui, disons, on peut le concevoir. Et c'est d'ailleurs le grand reproche que quelqu'un comme Platon, mais avant lui Socrate, fait au régime démocratique, c'est le régime qui n'accorde pas la place qui devrait leur revenir à ceux qui détiennent un véritable savoir, une véritable compétence. Parce que de fait, il y a l'idée que n'importe qui, quelle que soit sa compétence, peut intervenir dans l'espace public, mais que du processus délibératif, de la délibération en commun, peut advenir un savoir collectivement utile pour l'ensemble de la cité. Alors je signale juste que dans un ouvrage que vous avez écrit et qui se lit presque comme un roman policier, l'événement Socrate, vous examinez finalement les différentes hypothèses. Pourquoi est-ce que Socrate est mort? Pourquoi est-ce que Socrate a accepté la mort finalement? Et pour vous, c'est un peu sur cette idée, justement, il a refusé finalement une démocratie qui écartait en quelque sorte le savoir. C'est-à-dire que Socrate est un adversaire radical de la démocratie athénienne et en leur origine, contrairement à parfois ce qu'on a tendance à croire, la philosophie et la démocratie s'opposent, en tout cas se sont affrontées
au moment où elles apparaissent toutes deux. Voilà. Après, je ne pense pas que ce soit le discours critique de Socrate sur la démocratie athénienne qui explique qu'il ait été condamné à mort. Alors, Catherine Virlouvet, avec vous, on se déplace un petit peu et on arrive à Rome. Donc, Catherine Virlouvet, vous avez dirigé l'École française de Rome, qui est une institution de recherche très importante de l'État français. Donc, pendant 8 ans, vous êtes historienne et vous avez été une élève de Claude Nicollet. Et vous avez écrit tout récemment avec Nicolas Tran et Patrice Faure un livre qui s'intitule « Rome, cité universelle, de César à Caracalla » aux éditions Belin. Et avec vous, donc, finalement, peut-être pour démarrer la même question, la démocratie à Rome, comment ça marche ? Merci. Ben, moi aussi, je remercierai évidemment les organisateurs avant de vous répondre et de vous dire que les historiens de Rome sont souvent embarrassés face à cette question sur la démocratie. La démocratie et Rome, c'est pas exactement quand on parle de démocratie, encore dans les manuels scolaires aujourd'hui, les manuels de seconde, on va étudier la démocratie à Athènes, et à Rome, on va étudier autre chose. On va étudier l'emprise territoriale de l'Empire, on va étudier la citoyenneté romaine, on va étudier justement le brassage des populations et la diffusion de cette citoyenneté romaine, plus que la démocratie. Rome, à l'époque qui nous intéresse, où peut-être il y a eu le plus d'éléments de démocratie, c'est ce qu'on appelle, nous, la République, que les Romains n'appelaient pas la République. Res publica, ça veut dire les affaires de la cité, et les Romains n'avaient pas du tout conscience de vivre sous une république. C'est la période qui va de la chute des rois, enfin l'éviction du dernier roi, Tarquin le Superbe, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'Empire, donc à peu près au moment de notre ère. Enfin, mais alors, je crois que vous avez raison. La bonne question à poser, ce serait plutôt qui est citoyen à Rome ? C'est ça. La conception de la citoyenneté romaine, je crois que c'est là l'originalité, et c'est peut-être aussi, puisqu'on essaie de tirer des leçons, entre guillemets, du passé, c'est peut-être là-dessus qu'il faut revenir. Elle est différente de la conception de la citoyenneté grecque. Les Romains n'attachent pas seulement la citoyenneté au droit du sang ou au droit du sol, mais on peut devenir citoyen romain, et on va le devenir de plus en plus. Les esclaves affranchis, parce que évidemment je fais les mêmes réserves que mon collègue de droite, à Rome les citoyens ce sont les hommes libres adultes, il y a l'esclavage et il y a les femmes qui sont complètement exclues de la citoyenneté, mais on peut être un ancien esclave affranchi et devenir citoyen romain si son maître était citoyen romain. On peut aussi faire partie des populations conquises peu à peu par Rome et recevoir la citoyenneté. Il y a une extension de la citoyenneté au fil du temps. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, l'ensemble des hommes libres de l'Italie sont citoyens romains. Alors, on n'est plus sur les mêmes chiffres. Les citoyens romains au 1er siècle avant Jésus-Christ, en 70 avant Jésus-Christ, ils sont plus de 900 000. Donc forcément, on a une autre gestion et il n'y a pas, pour le coup, là aussi, dans les institutions de ce qu'on appelle la République romaine, la Res Publica Libera, il n'y a pas de système de représentativité. Donc il y a des citoyens qui, en réalité, n'exercent jamais leurs droits politiques. La citoyenneté romaine, elle est recherchée parce que c'est aussi le statut du peuple vainqueur. C'est un statut, finalement. C'est un statut qui implique le partage d'un même droit, le droit romain, qui protège la personne dans ses affaires, dans sa vie privée aussi, et qui aussi la protège judiciairement. Il y a ce droit d'appel au peuple qui pour le coup est un élément de la souveraineté populaire. Il y a des tribunaux. Alors ils sont de moins en moins populaires justement avec la complexification de cette citoyenneté qui se répand. On va extraire des représentants pour faire des tribunaux permanents et ces représentants seront parmi les citoyens les plus riches, mais la citoyenneté, les droits politiques qui doivent s'exercer directement ne s'exercent pas pour bien des citoyens romains. Par ailleurs, quand ils s'exercent directement au sein des assemblées, ils sont en réalité très cadrés par le degré de fortune ou en tout cas l'influence des plus puissants sur les plus modestes dans le vote. Le vote est oral, le vote est contrôlé.
Le vote n'est pas comptabilisé tête par tête, il est comptabilisé par groupe, et ce sont des groupes classés par fortune dans une des assemblées, par lieu d'origine dans l'autre, mais le lieu d'origine est justement assez contrôlé aussi par les plus riches. En somme, ma question, c'est, et la question de bien des historiens de Rome, Rome, démocratie, on a plutôt tendance à penser, la Rome de la République, c'est une aristocratie avec une grande inégalité. Et donc il n'y a pas coïncidence entre citoyenneté et le peuple finalement, ces deux entités, la plèbe, elle fait partie elle a ce statut de citoyen, mais le peuple en tant que tel... Alors, le peuple, la plèbe en fait recouvre énormément de catégories. Et il y a quand même, je le disais tout à l'heure, des éléments de souveraineté populaire. Hein. C'est par exemple Polybe de Mégalopolis, un grec du IIe siècle avant Jésus-Christ qui, après avoir été otage des Romains parce qu'ils s'étaient battus contre eux, a passé 17 ans chez eux et se dit quand même, ces gens-là, ils sont forts, ils conquièrent beaucoup de territoires, comment ça marche ? Et pour lui, c'est pas le fait d'armes, même si la conscription, le fait que le citoyen soit soldat, c'est important, mais pour lui, c'est pas le fait d'armes, c'est la solidité des institutions qui sont mixtes, qui mélangent des éléments, c'est les Grecs hein, qui effectivement donnent des noms au régime politique, monarchie, aristocratie, démocratie, c'est la mixité qui fait la force de Rome. Et en fait, il décrit bien les éléments de souveraineté populaire malgré tout. Un de ces éléments, c'est une magistrature très particulière, on hésite même à l'appeler magistrature, ce sont les tribuns de la plèbe. Ceux-là, ils ont été, ils ont été créés au tout début de la République romaine libre, quand la population, 99,99% de la population romaine était plébéienne, donc il y avait des plébéiens modestes, mais il y avait aussi des plébéiens riches, et un petit nombre de familles qui avaient fait cette révolution, chasser les rois, et qui prétendaient descendre des compagnons de Romulus, qui s'appelaient les patriciens, voulaient finalement capter le pouvoir à leur seul profit, et les autres n'avaient pas le droit d'accès aux lois, pas le droit d'accès aux magistratures, aucun droit. Là, ils ont fait sécession. Vous savez, on parle souvent de se retirer sur l'Aventin. Et il y a eu une vraie menace. Eux, ils ont dit, mais nous, on se bat, surtout les plus riches, on se bat et on n'a pas le droit d'être magistrat, on n'a pas le droit d'accéder aux assemblées. Les tribuns de la plèbe ont été créés à l'issue de cette sécession parce que les patriciens se sont rendus compte qu'ils allaient devenir très faibles si les plébéiens n'étaient pas avec eux. Et ils sont 10. Ils sont là pour défendre les droits du peuple en général, mais le peuple qui comprend des catégories sociales très différentes, hein, entre les plus modestes et les plus fortunés. Et ils sont là pour proposer des lois. Énormément de lois émanent en fait des tribuns de la plèbe, et c'est eux qui font progresser la souveraineté populaire au fil de la République, avec l'introduction du vote secret à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec aussi les lois agraires. Voilà. Donc là, il y a un peu l'émergence du principe de représentation. Non, pas vraiment de représentation, ce sont des magistrats. Donc les assemblées votent toujours les lois, mais elles n'ont pas, à la différence d'Athènes, de rôle délibératif du tout. La loi est proposée par un magistrat, et tout ce que peut faire le peuple, c'est de dire oui ou non à la loi. Et encore, auparavant, cette proposition doit avoir été approuvée par le Conseil des sages, des anciens magistrats, par le Sénat. Donc il n'y a pas de participation à un débat. La place du débat est très restreinte à Rome. Merci. Je me tourne vers Yad Ben Achour. Yad Ben Achour, beaucoup de gens ici vous connaissent parce que vous êtes déjà intervenu aux rencontres d'Averroès. Vous êtes juriste et philosophe du droit. Vous avez été très impliqué au moment de la révolution tunisienne en tant que président notamment de la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution. Vous venez d'écrire Tunisie, une révolution en pays d'islam chez Labor et Fides, et paraît, je pense, dans quelques semaines chez Gallimard, un ouvrage qui s'intitule « Islam et démocratie, une révolution intérieure ». Yad Ben Achour, vous n'êtes pas spécifiquement spécialiste de Athènes et de Rome, mais en tant que juriste et philosophe du droit, vous êtes intéressé aussi à cette période. Est-ce que finalement Athènes, c'est une exception finalement, c'est une sorte d'éclair un petit peu démocratique dans un monde beaucoup plus large, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le monde grec, la Mésopotamie, l'Égypte de l'époque, où en revanche cette idée de démocratie n'existait pas du tout.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, si on prend d'abord la région méditerranéenne à l'époque de la démocratie athénienne, pas de la démocratie grecque, parce que la démocratie est plutôt spécifiquement athénienne. Effectivement, à ce moment-là, c'était une exception, n'est-ce pas ? Parce que les régimes de l'époque étaient plutôt des régimes antiques, étaient plutôt des régimes basés sur la sacralité du chef, l'obéissance du peuple, donc c'était très loin de l'idée démocratique. Ceci étant, l'idée démocratique en tant que pratique existait quand même. Parce qu'il faut distinguer dans la démocratie la pratique et la pensée. La pensée démocratique, c'est quelque chose qui est venu par la suite. Mais il y avait des peuples qui se gouvernaient en quelque sorte démocratiquement. Le gouvernement d'une tribu, par exemple, je prends les tribus arabes avant l'islam, étaient des gouvernements démocratiques et représentatifs d'ailleurs. Par conséquent, en tant que pratique, je crois que la démocratie, c'est quelque chose de tout à fait courant. Alors, ce qu'il y a de particulier en Grèce, en revanche, c'est la pensée démocratique. C'est la théorisation de la démocratie. Et c'est à partir de là qu'est dérivée la pensée démocratique moderne. Je ne sais pas si c'est l'occasion maintenant d'en parler, mais moi je pense que ce soit la démocratie à Athènes ou que ce soit la démocratie ailleurs, à Rome par exemple, quoique avec des doutes, ou que ce soit la démocratie actuelle, c'est-à-dire la démocratie moderne, issue des Lumières, ce ne sont que des manières de parler, ce ne sont que des manières d'exprimer la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est quelque chose qui transcende le temps et l'espace, c'est quelque chose qui fait partie des composantes très très profondes de l'être humain. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'expliquer maintenant. On le dira, vous le direz tout à l'heure. Plus tard. Effectivement, c'est important. Par conséquent, la démocratie, c'est quelque chose de viscéralement ancré dans l'être humain. On reprendra la discussion tout à l'heure. C'est pour cela que moi, je considère que les démocraties que nous voyons fonctionner de nos jours, en Occident ou ailleurs, ou la démocratie grecque ou d'autres démocraties, ne sont que des réalisations historiques d'un principe supérieur, d'une norme supérieure que j'expliquerai par la suite. Catherine Colliot-Hélène. Je voulais dire une chose, parce que ça rejoint un peu notre problème, c'est que la pensée islamique a bien connu la démocratie grecque. Vous nous le direz tout à l'heure. Bien sûr, elle l'a bien connue, mais elle lui fait exactement le reproche qui a été évoqué tout à l'heure par mon prédécesseur, c'est que la démocratie, indépendamment du fait que ça entraîne un petit peu le règne de la démagogie, comme nous le voyons actuellement, c'est un régime qui écarte la science. C'est un régime du peuple qui écarte la science, qui écarte les philosophes, qui écarte les gens cultivés. Et c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas adopté. Qu'ils ont adopté la philosophie grecque en tant que philosophie, mais qu'ils n'ont pas adopté la philosophie politique grecque axée sur la démocratie. Catherine, c'est très visible chez Farabi, par exemple, le philosophe arabe Farabi. Catherine Colliot-Hélène, vous êtes philosophe. Vous avez, vous aussi, dirigé une institution de recherche française, franco-allemande, en fait, qui se trouve à Berlin, le centre Marc Bloch. Et vous avez beaucoup travaillé sur le sociologue Max Weber, sur les œuvres de Max Weber. Et vous avez notamment écrit « La démocratie sans démos », qui est paru en 2011 au PUF. Vous avez travaillé sur l'histoire des idées. Et pour vous, finalement, que représente dans finalement cette recherche l'histoire des idées et la philosophie, Platon, Aristote? Comment est-ce qu'ils se situaient justement par rapport à cet idéal de démocratie? Merci, je remercie les organisateurs d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Encore que je me pose toujours la question de savoir si ma place était dans un panel sur les origines de la démocratie, puisque ce que j'ai
voulu montrer dans l'ouvrage que vous avez la gentillesse de citer, La démocratie sans démos, le titre est trompeur, mais je ne discute pas sur le titre là, c'est que la notion moderne de démocratie ne devait pas être comprise à partir d'une histoire qui remonte à ses origines. Donc, démocratie, c'est vrai que formation philosophique, et s'intéressant en particulier à la philosophie politique, on n'évite pas, Platon et Aristote notamment, bien que ce soit loin d'être mes spécialités, mais j'y ai eu droit, je les ai étudiés. Bon, ce qui est plutôt... puis étant spécialiste de philosophie allemande, disons, du XVIIIe, XIXe siècle, et d'un sociologue allemand du XXe, je ne suis pas revenu en tant que chercheur sur la pensée grecque, mais il reste que ce qui me restait de l'impression confuse qui me restait de mes études, c'est qu'on avait essayé de nous convaincre que l'histoire de la philosophie politique occidentale, en gros, était un énorme éloge de la démocratie. Et on pouvait puiser là-dedans. Bon, on sait bien Platon, il y avait une critique effectivement du rapport entre démocratie et démagogie, mais en gros, le philosophe contemporain pouvait tirer dans l'histoire de la philosophie occidentale des éléments pour justifier la supériorité du régime démocratique sur tous les régimes politiques possibles. Or, quand on réfléchit, les auteurs qui constituent le corpus, les auteurs fondamentaux qui constituent le corpus de la philosophie, c'est une production universitaire, académique, un corpus. Mais ces auteurs, majoritairement, ils sont critiques, voire hostiles à la démocratie. Donc la valeur supérieure de la démocratie... Donc Platon, Aristote, effectivement. Platon, oui. Aristote, c'est plus compliqué. Aristote, on peut le considérer comme un des démocrates, mais c'est plus compliqué parce qu'il fait une analyse comparative avec des tas de paramètres différents qui se croisent. Bon, le nom du bon régime, c'est la politeia. Bon, on ne peut pas identifier purement et simplement à ce que nous, on pense, à quoi on pense quand on pense démocratie aujourd'hui. Bon... Et alors, deuxième remarque, c'est que si la démocratie est devenue pour nous, disons fin 19e, début 20e siècle, majoritairement le nom du bon régime politique, ce n'était pas le cas au moment de la Révolution française, ce n'était pas le cas pendant une bonne partie du 19e siècle. C'est-à-dire que nos régimes, les régimes démocratiques occidentaux aujourd'hui se disent démocratiques, mais ils sont issus à travers des avatars divers, mais ils sont issus effectivement des révolutions politiques de la fin du XVIIIe, j'entends américaines et françaises, par divers biais, mais ils n'ont pas été pensés par les acteurs de ces révolutions comme des démocraties, de façon assez rare. Et il y a même, chez certains auteurs, une distinction très nette qui est faite entre république et démocratie. République, oui, démocratie, certes pas. Et donc ma question plutôt est de savoir d'où vient, comment s'est constitué ce corpus, si vous voulez, rétroactif, dans lequel on va inclure effectivement les Grecs, pour nous convaincre que la démocratie, c'est le nom du bon régime. Et je pense que pour comprendre, c'est pour ça que je disais, je ne suis pas absolument persuadé que j'ai ma place, je plaisante évidemment, mais dans une réflexion sur les origines de la démocratie, en tous les cas, je ne tenterai pas de fixer le sens actuel du terme démocratie, d'ailleurs assez qu'il faut préciser, mais les connotations du terme démocratie aujourd'hui en partant de l'origine, mais beaucoup plus en partant de l'articulation du 19e et 20e siècle, c'est-à-dire au moment où c'est devenu le nom que l'on donnait au bon régime, avant de décrire en détail ce que c'est. Alors cette idée de bon régime, Catherine Verlouvet, est-ce qu'on peut, si on continue notre voyage dans le temps, dans l'histoire, finalement, la République romaine, quand est-ce qu'elle est devenue une sorte de modèle ? À quel moment de l'histoire ? En fait, on la réinterprète et on la réinvente, puisqu'en réalité, comme je l'ai dit, la République n'existait pas, n'existait pas chez les Romains, enfin, ils ne pensaient pas cette République, qui n'était pas une démocratie, mais qui peut-être avait une certaine conception philosophique de l'égalité géométrique. C'est Cicéron qui parle de l'égalité géométrique, c'est-à-dire que c'est ce qui s'oppose à l'égalité arithmétique.
plus on est riche, plus on possède, plus on peut avoir de devoirs à l'égard de sa cité, défendre sa cité, servir dans les premiers rangs de l'armée, parce qu'on peut s'équiper, on peut acheter de l'armement qui est coûteux, mais en même temps, plus on a de droits. Et c'est ça, en fait, hein, le principe disons, de la res publica libera de cette période dont je parlais. Mais cette République, on en a eu depuis le Moyen-Âge et jusqu'à maintenant des réinterprétations qui sont aussi des réinventions, hein, c'est ce que dit bien aussi Claudia Moatti dans un livre que je vous conseille de lire. Il n'est pas facile, mais il est tout à fait intéressant sur justement Res Publica, histoire de la chose publique, histoire romaine de la chose publique. Cette République, elle est au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, elle est pensée un peu en contrepoint à la tyrannie ou au moins à la monarchie. À notre époque, elle va être peut-être pensée en contrepoint au discours tout libéral. Voilà, on est là-dessus et on a une impression de familiarité avec la République romaine qui est due, je pense à la fois au caractère, et je pense aussi que c'est vrai aussi pour la Grèce, au caractère très généraux des écrits des penseurs, qui s'intéressent aussi aux générations futures, qui s'intéressent pour eux, l'humanité est une, quand même. Je pense que, et en particulier à Rome, il y a quand même un principe d'universalisme. Si on répand la citoyenneté romaine pour tout le monde, c'est justement parce que on estime, même si les Romains ne sont pas fous, mais qu'ils ont conquis le monde, au moins le monde civilisé, et qu'ils veulent l'unir, en fait, en quelque sorte. Donc l'humanité est une. Et peut-être en même temps aussi la notion de personne, d'individu. Est-ce que ça coïncide, Paulin Ismar, donc dans cette période du Moyen-Âge aussi, le rapport aux politiques, la vision de la chose politique, est-ce qu'elle évolue par rapport à la façon dont la politique a été conçue à Athènes? Oui, elle évolue évidemment considérablement. J'entends deux choses différentes dans votre question, mais pour y répondre en revenant un petit peu à ce que Catherine disait, je pense que quand même, une des grandes questions, c'est celle de la représentation. Et c'est la question de l'apparition et de la rencontre de ces deux choses qui, dans l'histoire, ont été contradictoires jusqu'au XVIIIe siècle, qui est le principe démocratique et le principe de la représentation. Nous, on assimile spontanément aujourd'hui la démocratie à la représentation, mais le terme même de démocratie représentative et la conception d'une démocratie comme procédant de la représentation, c'est pas antérieur à 1770. Enfin, la première fois que le terme apparaît, etc. Mais c'est deux choses en réalité qui sont tout à fait contradictoires. Et d'un point de vue strictement légal, juridique, la représentation, les historiens du droit en datent l'origine au XIIIe, XIVe siècle. Vraiment. Parce que la notion d'individu à Athènes, finalement, est-ce qu'elle existe comme elle existe? Ah non, alors ça disons que c'est encore une autre question. Oui. Alors Jean-Pierre Vernant a écrit des choses très très belles sur le sujet pour bien montrer que effectivement l'individu, avec ce que ça suppose d'intériorité, de sens aussi de la distinction personnelle, hein, n'existe pas enfin, on ne peut pas le poser en ces termes-là dans le monde grec. L'individu existe dans le regard des autres, il existe dans la communauté à laquelle il appartient. On parle aussi, pour qualifier le monde des cités, de société de face à face, au sens où c'est l'appartenance à la communauté et le regard, la question de la réputation, etc., qui définit aussi le statut des individus. Bon, oui, enfin, le terme d'individu, il est sans doute impropre pour qualifier l'expérience, disons, des hommes des cités de cette époque. Voilà, et donc l'expérience démocratique telle qu'on peut la percevoir aujourd'hui, effectivement, de cette notion d'individu qui est fondamentalement différente, effectivement, se distingue bien de celle d'Athènes. Vous voulez dire à partir du moment où on fait du droit de l'individu une notion centrale? C'est ça. Oui. Oui, bien sûr, je pense que ça ne se pose pas en ces termes-là, mais comme le disait Catherine, il y a cette idée, enfin, il faut bien avoir en tête que l'idée d'une égalité du genre humain existe
bon, évidemment dans la pensée romaine, dans la pensée juridique romaine, elle existe aussi dans la pensée grecque dès le 5e, 4e siècle. Et même l'égalité en nature, l'égalité naturelle du genre humain existe bien. Après, toute la différence avec nous, c'est que la nature, en revanche, n'a pas la capacité, pour les anciens, de fonder le droit. C'est-à-dire, c'est pas le fait que les hommes soient égaux en nature ne veut pas dire que ça doit se réaliser dans le droit, puisqu'il n'y a pas d'idée d'un droit naturel qui serait supérieur à un droit positif. Ça, c'est quand même une grande conquête, une grande spécificité, je pense, de la modernité. C'est ça, l'égalité de chaque citoyen en droit, c'est une notion moderne, finalement, par rapport à... Non, alors... Oui, non, ouais. Allez-y, développez. Non, je veux dire, l'égalité des citoyens en droit, c'est au cœur du fonctionnement. Oui, vous avez raison, l'égalité de des individus, c'est ça. C'est-à-dire des esclaves, des hommes et des femmes, etc. Ça, c'est évidemment tout à fait moderne. C'est une percée. Yad Ben Achour, vous mentionnez tout à l'heure effectivement les philosophes du monde arabe. Comment est-ce que la pensée, on sait que évidemment les traducteurs arabes, il y a eu énormément de travaux, et Averroès évidemment sous le signe duquel ces rencontres sont placées était l'un des plus éminents d'entre eux. Donc comment est-ce que ce corpus grec a été travaillé? Vous en avez déjà dit quelques mots tout à l'heure. Oui, s'agissant du corpus philosophique, il a été travaillé à fond, disons, pleinement, à telle enseigne que c'est par l'intermédiaire des philosophes arabes, des traducteurs arabes du grec, de la philosophie grecque en langue arabe, que la philosophie grecque a, dans une première phase, été connue de l'Occident. Avant le retour, juste avant la Renaissance, au texte grec d'origine. Donc, pas de problème pour la philosophie en général. En revanche, pour la philosophie politique, je le disais tout à l'heure, et surtout pour la théorisation du régime démocratique, je crois que le problème qui s'est posé pour les auteurs musulmans et les philosophes musulmans, ce n'est pas tellement le fait qu'ils ne connaissaient pas la chose, mais plutôt qu'ils ne la comprenaient pas. Parce que leur conception, qui dérive un peu de la théologie islamique, conçoit le régime politique d'une manière générale comme d'abord un régime qui est dominé par la loi de Dieu, premièrement, et non pas par la loi des hommes, ou alors très relativement par la loi des hommes, juste dans la mesure où la loi des hommes doit impérativement obéir à la loi de Dieu, premièrement. Deuxièmement, que la deuxième idée fondamentale, c'est l'ordre de la société. Or, l'ordre de la société ne peut pas être maintenu pour les philosophes arabes et musulmans autrement que par la force du chef. Et en islam, ça a pris la tournure suivante, c'est que le chef, le calife, disons, que ce soit le calife ou l'émir ou le sultan, etc., doit avoir deux qualités essentielles. La première, c'est le savoir, justement. Ça doit être un savant, ça doit être quelqu'un qui est versé, et en particulier versé dans les sciences religieuses. Et deuxièmement, c'est qu'il doit porter en lui-même le sang sacral du prophète. Le califat est bâti sur cette idée fondamentale que le calife doit porter en lui une parenté avec le prophète par l'intermédiaire de sa fille Fatima. Tout le chiisme, par exemple, est construit sur cette idée-là. Tout le conflit entre le chiisme et le sunnisme est construit sur cette idée-là. Par conséquent, l'idée démocratique ne pouvait pas être comprise. Ce n'est pas qu'elle était inconnue. L'éthique à Nicomaque, par exemple, a été connue, a été traduite, et la cité vertueuse chez Farabi est très inspirée de l'éthique à Nicomaque. Mais ça en est resté là, ce n'est pas passé dans la pratique, ce n'est pas passé dans l'action, parce que tout simplement, l'idée n'était pas comprise. Il fallait, pour qu'une société soit juste, d'abord qu'elle soit illuminée par la loi de Dieu, parce que les hommes tout seuls ne peuvent pas arriver à la connaissance, il leur faut l'aide de Dieu, il leur faut l'aide du Seigneur. Deuxièmement, parce qu'un régime qui est uniquement animé par la volonté générale va se perdre se noyer dans l'erreur.
Et troisièmement, parce que le chef qui incarne l'ordre de la cité doit avoir les qualités dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la science et le sens sacral du prophète. Par conséquent, l'idée démocratique, de volonté générale, de loi positive même, ne peuvent pas être comprises, enfin à l'époque. Maintenant, ça a complètement changé. Nous reviendrons peut-être au problème tout à l'heure. Nous n'avons plus de rapport aujourd'hui avec ce qui se pensait à l'époque des auteurs classiques, des philosophes classiques comme Averroès, comme Farabi, comme Ibn Sina, etc., etc. Maintenant, les choses ont changé depuis que le monde arabe et le monde musulman a découvert la modernité, a découvert la Révolution française, est allé très très loin dans le réformisme, en développant le réformisme, le constitutionnalisme, la démocratie, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde arabe. Catherine Colliotte-Hélène, avec vous, donc 19e siècle, là on entre vraiment dans la démocratie, on se rapproche de la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui, on la conçoit aujourd'hui, même si c'est différent. Mais en tout cas, on voit l'émergence d'un État moderne. Est-ce que l'émergence de cet État moderne a été une étape nécessaire, finalement, dans cette naissance de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Oui, d'une certaine manière. Je vais répondre à votre question en revenant sur des éléments de ce qui a été dit sur les rapports entre l'individu, la personne, etc. Tout d'abord, pour dire, oui, je suis entièrement d'accord à ce qui a été dit, comment pourrais-je ne pas l'être, sur le fait que l'égalité du genre humain, on n'a pas découvert ça à la fin du XVIIIe siècle. Et bon, il y a des traditions, y compris dans le christianisme. Chaque être humain est le reflet de Dieu, d'une certaine manière, conçu à l'image de Dieu, donc l'égalité. Mais il y a un texte de Hegel, donc philosophe Hegel, dans sa philosophie du droit, où il dit, alors il y a, je ne sais plus combien, 1 millénaire et demi qu'on a évoqué l'égalité des hommes, mais il a fallu ce millénaire et demi avant que ça soit mis en pratique dans les institutions. Pourquoi ? Non, bon, il faut revenir à l'histoire des institutions pour comprendre comment ça devient effectivement un élément, cette égalité est traduite en termes juridiques et par conséquent politiques, comme ça devient un vecteur de transformation des institutions politiques. Et de ce point de vue-là, pour revenir à la notion de personne, je m'arrête sur la formulation au début de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, tous les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. Ce n'est pas un constat de ce que les hommes, en dépit de la référence à la naissance, que les hommes sont égaux par nature. Bon, c'est un performatif. C'est un performatif, c'est la constitution de la notion de personne, d'un point d'imputation juridique de responsabilité. C'est en fait la notion moderne de personne. Moi, je la lis chez Kant, mais je pense que c'est un bon interprète de la Révolution française. De ce point de vue-là, il assume un héritage romain, c'est-à-dire juridique, de la notion de personne. C'est un point d'imputation de responsabilité juridique, éventuellement morale également. Mais ce n'est pas l'intériorité. C'est pas l'intériorité, au contraire. Hein. Tout un chacun est supposé être une personne, à moins qu'il commette un crime, auquel cas on lui retirera sa liberté, etc. Mais éventuellement un délit, je ne sais pas s'il faut faire la différence, mais ça n'a rien à voir avec l'intériorité qui a été produite, elle, par toute une histoire dans laquelle le christianisme aussi a joué son rôle, pas seulement. Au contraire, chez Kant, c'est très clair, la différence entre mon moi, mon petit moi, et puis ce que je suis en tant que personne. Bon, il y a un sociologue allemand, Georg Simmel, qui faisait une distinction qu'on peut utiliser à cette occasion entre l'individualisme quantitatif et l'individualisme qualitatif. L'individu qualitatif, c'est celui qui se distingue en fonction de son intériorité, de son caractère, d'un certain nombre de choses. L'individu quantitatif, c'est le sujet juridique et politique de la démocratie moderne, pour aller vite. Alors, l'émergence de l'État moderne, effectivement, est-ce qu'on peut faire un lien ? Parce qu'on y reviendra dans la dernière partie de notre conversation. Aujourd'hui, crise de la démocratie, crise de l'État aussi. Donc, 19e siècle, cet État moderne, Oui, alors, en ce sens, vous avez évoqué, d'une certaine manière, ce que j'ai pu écrire sur la démocratie n'était que très légèrement en relation avec mes travaux sur Max Weber. Max Weber est connu, entre autres choses, pour avoir défini l'État par le monopole de la violence légitime. Quand on va regarder le texte, en fait, il s'agit du monopole de la garantie de la contrainte juridique. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une thèse d'histoire du droit qui interprète la formation de l'État moderne comme le résultat d'un processus de centralisation
de la violence qui garantit le droit au détriment de différents types de communautés antérieures qui étaient des communautés juridico-politiques. Ça pouvait être les villes libres, ça pouvait être les églises, ça pouvait être les ordres. Bon, il y avait ce qu'il appelle des communautés de droit. Vous aviez des groupes qui se mêlaient, d'ailleurs qui se juxtaposaient les uns les autres. Et il y avait des droits qui étaient attachés aux individus en fonction de leur appartenance à telle ou telle communauté. Et on lit ça d'ailleurs quand on lit Hobbes, on voit bien ça. C'est que l'État moderne, il a dépossédé ces différentes communautés, ces différents groupes du droit, c'est-à-dire éventuellement un certain type de communautés peuvent garantir des droits, mais uniquement parce que l'État, instance supérieure, le leur accorde. Et je pense qu'on peut voir là la racine de l'émergence de la notion de l'individu moderne égal aux autres, en ce sens que l'individu cesse d'être défini par son appartenance à une communauté. Il appartient à des communautés différentes, hein, mais juridiquement, il n'est pas visé comme appartenant à une communauté précise qui le distingue des autres, mais au contraire comme individu purement et simplement. Ça veut dire je ne vais pas être jugé en tant que noble, je ne vais pas être jugé en tant que chrétien, je vais être jugé en tant que citoyen de cet État et de ce point de vue égal aux autres. Je pense que cette notion, la notion d'individualisme recouvre beaucoup de choses bien évidemment, mais il y a une notion typiquement juridico-politique de l'individu qui est liée effectivement à la centralisation politique du pouvoir par l'État moderne. Une sorte de relation directe de l'individu avec l'État à travers les pratiques démocratiques que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y a la deuxième question de cette table ronde que je vais vous adresser directement, Yad Ben Achour. Donc, nous venons d'évoquer ce passé qui est très inspirant, auquel on se réfère en permanence. Mais voilà, est-ce que Rome, est-ce que Athènes, est-ce que ce sont finalement les premières étapes d'une démocratie qui serait née en Europe, ou bien est-ce que pour vous, cela signifie autre chose ? Alors, une démocratie née en Europe, je crois que je suis fondamentalement contre cette idée, parce que la démocratie n'est née nulle part. La démocratie fait partie de l'homme, de la constitution de l'homme. Si vous permettez, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ces notions. Nous allons quitter l'histoire maintenant. Nous allons quitter Rome. Oui, on est ici et maintenant, à Marseille, en 2019. D'accord, mais alors la démocratie part d'une question fondamentale de savoir qu'est-ce que l'homme. Alors l'homme, d'abord, est quelque chose de matériel, c'est un corps qui peut souffrir. Et quand on souffre, on va voir le médecin, ou bien on prie, ou bien... Donc l'homme est un être de chair, c'est un être qui veut éviter la souffrance. Son principe premier de vie n'est pas l'amour de la vie, c'est plutôt la fuite devant la souffrance. La souffrance physique et la souffrance morale également. Mais ça commence par la souffrance physique. Si nous voulons prolonger nos vies, nous voulons prolonger nos vies sans souffrance. Et ça, c'est quelque chose de commun entre l'animal et l'homme. Ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'homme. La deuxième composante de l'homme, c'est que c'est un être pensant et parlant. Et par conséquent, il a un élan vital d'exprimer sa pensée, d'abord de penser, et puis d'exprimer sa pensée par différents moyens. Par conséquent, si on lui enlève ce droit qui lui est intrinsèque en tant qu'être moral, pas en tant qu'être physique, en tant qu'être matériel, eh bien, on lui impose une souffrance également. L'homme qu'on empêche de penser, l'homme qu'on empêche d'exprimer sa pensée, est un homme souffrant. Le troisième élément de l'homme, c'est que nous appartenons tous à des sociétés. Nous n'avons pas connu d'être vivant isolément. Et par conséquent, il existe pour l'homme une tendance à vouloir participer à la vie de son groupe. Les Grecs disaient que l'homme est un animal politique, les Arabes ont exprimé cela en disant « l'être humain est un être civique ». C'est un être civique. Et si on empêche ou on fait obstacle à
mon désir de participer à la vie de mon groupe, soit en me présentant aux différents postes de responsabilité, soit en élisant mes représentants, même chose, on m'impose une souffrance. Et ça se voit très très bien dans la société des enfants. Lorsque les enfants jouent, en général, les discordes qui naissent dans les groupes d'enfants qui jouent, c'est des problèmes d'inégalité et d'empêchement à participer. Et le tribunal des parents est fait pour régler justement ce genre de problème. Alors, si on considère l'homme dans ces trois composantes, moi je considère que la démocratie en tant que norme, et non pas en tant que pratique, c'est une idée qui est basée sur la non-souffrance. La démocratie, c'est la pensée qui essaye de gérer les affaires humaines à la moindre souffrance possible, en évitant les souffrances d'abord à la vie. Pourquoi la peine de mort a été interdite dans les régimes démocratiques? C'est par respect pour la vie ou pour éviter la souffrance que cause une mort violente par la pendaison ou des choses comme ça. La norme démocratique répond également au désir de l'être de ne pas souffrir dans son corps, d'où l'interdiction de la torture, des traitements inhumains, dégradants, cruels, etc., qui, hélas, ont fait l'histoire de l'humanité, jusqu'à très récemment. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que fut le régime nazi et ce que c'est que la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde sait cela. Or, la démocratie nous dit, et tous les grands pactes vont dans ce sens-là, on interdit la torture, on criminalise la torture, et puis, derrière cela, on criminalise les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, tout ce qui est susceptible de donner des souffrances à l'être humain. D'ailleurs, si vous prenez les textes internationaux, que ce soit la charte de San Francisco, les grands traités, vous verrez que le mot souffrance est, d'ailleurs le mot souffrance qu'on trouve dans la Déclaration d'indépendance américaine, est toujours recommencé. Bien. Ensuite, le régime démocratique, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, je reconnais la liberté de penser, je reconnais la liberté d'exprimer. Et il traduit cela en droit, en reconnaissant la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté de la presse, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous nous interdisons d'imposer des souffrances en jugulant l'élan de l'être humain à penser, à exprimer sa pensée par différents moyens, que ce soit par l'écrit, par l'oral, par les réunions, etc. Et enfin, la démocratie, que nous dit-elle? Elle nous dit, je reconnais aux citoyens ou à tout le peuple le droit de participer, et là vous avez également l'un des fondements du régime démocratique. Parce que nous sommes conscients que si on empêche l'homme, l'être humain, de participer à son groupe social, on lui impose une souffrance. Par conséquent, la démocratie, elle est basée sur un principe universel qui est le principe de non-souffrance. C'est la seule idée qui respecte ce principe de non-souffrance et qui essaye de le traduire en acte, pas seulement en pensée, mais qui essaye de le traduire en acte. Alors là, on va demander aux différents intervenants de réagir. C'est très novateur, c'est un peu au cœur du livre justement qui va paraître dans quelques semaines. Catherine Colliot-Hélène, comment réagissez-vous à cette construction, à cette élaboration de Yad Ben Achour? J'allais dire je suis perplexe. J'étais en train de réfléchir au second degré en me demandant si perplexe était un terme négatif, donc je laisse tomber. C'est la première fois que je suis confrontée à cette proposition que je trouve intéressante, et donc là j'improvise ma réponse. Dans un premier temps, parce qu'on a un peu discuté avant, quand il a été question de la souffrance pour penser la démocratie, éviter la souffrance, j'étais très réticente, mais bon, on n'a pas eu le temps d'en discuter. J'étais très réticente parce que j'essaie de défendre une conception politique, non seulement de la démocratie, qui généralement s'entend de façon politique, mais des droits de l'homme. Dans ma mesure, ma thèse, c'est que la notion moderne de démocratie, son déterminant essentiel et distinctif, c'est cette notion d'égalité, ce postulat de l'égalité qui fonde l'égalité juridico-politique. Donc j'hésite toujours un peu, parce que quand on est sur la problématique des droits de l'homme, il y a de nombreux courants qui tendent à réduire les droits de l'homme de façon minimaliste,
a des droits, ne pas être torturé, toute chose avec laquelle on est bien d'accord, mais qui veulent écarter le politique. Mais en vérité, ce que vous venez d'évoquer, mais on n'avait pas eu le temps de le développer avant, y introduit le droit à la politique à travers la participation. Alors, de ce point de vue-là, je crois que sur les conclusions, nous entendrions si nous étions amenés à discuter plus avant. En revanche, je ne sais pas, du moins spontanément, si j'aurais le même type d'argumentation, dans la mesure où, bon, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'interprétation du premier article de la déclaration de 89, dans la mesure où j'hésite à argumenter en termes de nature humaine, disant que, je reviens sur mon interprétation, que ce qui s'est passé au moment de la Révolution, ce qu'on interprète comme une naturalisation des droits, c'est en fait une individualisation des droits. Et que cette individualisation, elle était l'effet de structures, d'une histoire juridico-politique et non pas le constat d'une nature humaine. Bon, donc je m'arrête là. Je pense que sur les conclusions, on serait d'accord, sans doute, mais peut-être pas sur l'argumentation. On va continuer. Je vais demander à Catherine Virlouvet et Paul Ismar aussi de réagir. Écoutez, et ensuite, on prendra les questions de la salle. Sur le caractère universel ou pas de la démocratie, en fait, en tant qu'historienne, je ne me sens pas compétente pour répondre. Il me semble que, effectivement, depuis la Révolution française, mais je m'aventure en terrain un peu inconnu pour moi, mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen admet quand même bien quelque chose d'universel, là. Cela dit, pour défendre cette idée, les révolutionnaires français ont porté la guerre en Europe. Ils étaient aussi un peu attaqués. Mais enfin, et ça a débouché sur quoi en France? Ça a débouché sur Napoléon Ier et le Premier Empire en France. Donc, moi, je pense que, quoi qu'il en soit, je ne me prononcerai pas sur l'idée que la démocratie soit universelle ou non, mais je dirais que il ne faut sans doute pas intervenir de l'extérieur pour, à partir d'une idée que la démocratie est universelle, imposer la démocratie. Parce que c'est pas comme ça qu'on la fera triompher. Voilà. Et par ailleurs, pour ce qui concerne le modèle, entre guillemets, romain, en tout cas notre réinterprétation actuelle de Rome, puisqu'on a dit que Rome était sans cesse réinventée, je pense que, d'après mes déclarations, vous aurez compris que je ne pense pas qu'elle puisse être vraiment apporter des choses à une réflexion sur la démocratie en elle-même, en tout cas la démocratie telle que nous l'entendons aujourd'hui. Mais en revanche, j'avais commencé un petit peu mon propos là-dessus et je terminerai sur la même chose. Elle peut apporter des choses sur le caractère universel de sa citoyenneté. Elle peut apporter des choses donc sur... Rome a su intégrer les vaincus. La durée de l'Empire romain, c'est un peu une banalité de le dire, mais il faut quand même le répéter, est aussi due au fait, les Romains eux-mêmes le disaient, hein, et puis même les Grecs comme Aelius Aristide, Cicéron, ils disent pourquoi Lacédémone, pourquoi Athènes finalement sont-elles tombées? Eh bien, c'est parce qu'elles ont conservé leur citoyenneté pour elles, elles ne l'ont pas développée vers les vaincus. Quand même, il faut bien se rendre compte que Rome intègre les vaincus, donc elle intègre les élites deviennent aussi des élites de Rome. Rome n'est plus une patricité, c'est une patrie de l'ensemble de l'Empire, et ça va jusqu'à une dynastie, c'est les Sévères. Septime Sévère est un empereur originaire de Leptis Magna. Leptis Magna, c'est en Libye à l'heure actuelle, et il est d'une famille indigène qui, plusieurs générations auparavant, des indigènes riches qui ont reçu la citoyenneté romaine. Il devient empereur, il fonde une dynastie. C'est peut-être pas un hasard si son fils Caracalla, justement en 212, décide de donner cette citoyenneté à l'ensemble des hommes libres de l'Empire. Mais je ne veux pas faire d'angélisme, il ne faut pas croire que ça a été sans anicroche. Hein. Il y a des Romains qui ont essayé de garder la citoyenneté pour eux. Les Italiens, j'ai dit tout à l'heure, les Italiens, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, ils sont tous citoyens romains, mais ils ont fait la guerre pour ça avant. Donc voilà. Mais tout de même, il y a cette idée de... Alors, un concept qui est très décrié aujourd'hui, qui est le concept de romanisation. Bien sûr, il ne faut pas croire que la romanisation, c'est Rome qui impose sa civilisation. Mais n'empêche que dans l'Empire, il y a des métissages qui se font entre des civilisations locales et Rome. Et
bien sûr, essentiellement dans le monde des cités, essentiellement autour de la Méditerranée. C'est moins vrai pour les périphéries, c'est moins vrai pour les campagnes. Il y a quand même, et c'est moins vrai aussi pour la partie orientale de l'Empire qui garde sa spécificité grecque, mais ça, les Romains se sentent héritiers des Grecs. Et donc, l'Empire romain est un empire bilingue. Les Romains érudits, enfin même pas érudits, les Romains de l'élite sont tous bilingues, ils parlent tous grec. Les documents de l'administration romaine sont bilingues, ils sont traduits en grec. Donc, la romanisation, il ne faut pas croire que c'est une unification, mais il y a quand même des valeurs communes, en quelque sorte. La vie en cité, donc le modèle de vie en cité, le modèle de la citoyenneté, le droit romain, donc un droit unifié. Et ça voilà, je crois que c'est la force de Rome, c'est peut-être ce qu'elle peut, enfin, ce que nous pouvons méditer aujourd'hui dans les moments où nous sommes quand même en ce moment. C'est ce brassage, c'est ce métissage. Chez nous, en France, enfin, c'est la civilisation gallo-romaine. Il y a bien une civilisation qui naît. Et je crois que ça peut nous servir dans certains débats. Moi, je suis catastrophée en ce moment par le concept de grand remplacement. Eh bien, voilà, non, on ne meurt pas du métissage. Au contraire, on peut créer quelque chose de durable et de long avec le métissage. Voilà. Merci Paulin Ismar, à la fois en rebond à ce qu'a dit Yad Ben Achour et puis aussi ce qu'on peut retenir d'Athènes. Sur le premier point, c'est-à-dire le caractère universel de la démocratie ou une voie qui serait spécifiquement occidentale concernant la démocratie, moi je veux juste dire quelque chose qui me semble très important, c'est que les Grecs anciens ne sont pas nos ancêtres, c'est pas les ancêtres de l'Occident. Il y a eu un long travail à partir, disons, du 15e, 16e, 17e siècle, par lequel l'Occident s'est réapproprié, a décidé de devenir héritier de la Grèce ancienne. Mais il n'y a pas, c'est une histoire, de toute façon, qui est brisée. Et si on prend le cas de la démocratie athénienne, jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était un régime honni par tous les penseurs occidentaux qui préféraient Sparte, qui préféraient Rome. Bon, et de ce point de vue-là, quand même, si on pense à ce qu'a été la démocratie antique, il y a quelque chose qui en est inséparable, je pense, c'est le polythéisme. C'est quand même le système polythéiste, c'est-à-dire cette conception, cette idée de la puissance de Dieu, enfin des dieux, qui est immédiatement envisagée sous l'angle de la pluralité, de la diversité, de la division. Enfin, c'est le début de la théogonie d'Hésiode. Le pouvoir se divise, il se partage, et les dieux ne sont même pas des personnes, ce sont des puissances qui ne cessent de se enfin voilà, pour penser ce qu'est la pluralité, parce que la pluralité c'est quand même la condition même de ce qu'est la démocratie, le polythéisme c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Sur l'idée de la non-souffrance, ça me fait penser à quelque chose qui est au cœur du fonctionnement des démocraties anciennes, c'est quand même l'intégrité du corps du citoyen. C'est-à-dire que ce qui définit le citoyen, c'est le fait qu'aucun pouvoir ne peut s'en prendre directement à son corps ou l'atteindre dans son corps. Et ça suppose en revanche que l'anti-citoyen par excellence qu'est l'esclave est un corps livré à la merci des hommes libres et qu'on peut torturer dans des situations judiciaires, etc. Mais donc il y a effectivement... Est-ce que c'est... Quand je pense au terme grec, je ne sais pas si c'est en termes de souffrance ou de non-souffrance que c'est posé. Mais au cœur de la dignité du citoyen, il y a cette intégrité du corps. Yad Ben Achour, vous voulez rajouter un mot et puis ensuite on se tournera vers vous et on prendra les questions. Oui, merci beaucoup. Je voulais rajouter un mot pour dire que la manière avec laquelle j'ai exposé mon idée tout à l'heure, c'est la seule manière possible de répondre au relativisme qui atteint la démocratie dans son cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à la mode de remettre en cause le régime démocratique. Mais le régime démocratique tel qu'il fonctionne, pour moi, aucun régime démocratique ne s'approche de la norme. Ni le régime démocratique en Occident, en Europe, aux États-Unis. On peut, si vous voulez, juger la qualité démocratique d'un régime par rapport à sa proximité à la norme démocratique. Mais il n'en aura jamais de parfait, c'est évident ça. Donc, pour moi, la norme démocratique que j'ai présentée d'une manière vraiment caricaturale, tout à l'heure je m'en excuse auprès du public, c'est une manière, la seule manière de répondre à ceux qui nous disent que la démocratie est une importation occidentale. C'est ce que nous entendons chez nous tous les jours. Chez nous, dans le monde arabe. Être démocrate, c'est devenu presque une honte, une aliénation à l'Occident.
c'est terrible ça, n'est-ce pas? Quand on défend la liberté, quand on défend la dignité, quand on défend l'égalité, quand on défend la participation, n'est-ce pas? Et la liberté, on devient un aliéné de l'Occident. Pourquoi? Parce que dans l'esprit du commun des mortels, la démocratie est une invention occidentale. Moi, ce que je réponds, c'est la chose suivante. L'Occident a certainement été le découvreur de la démocratie. C'est lui qui a théorisé la démocratie. C'est les gens comme Rousseau, Montesquieu, etc. Chacun a apporté sa pierre, Locke, etc. Bon, le protestantisme, l'école du droit naturel, et j'en passe. Donc, ils ont été les constructeurs de la théorie démocratique moderne. Mais ils n'en ont pas été les inventeurs, parce que la démocratie était dans notre ADN depuis que l'homme existe. Il fallait la trouver, il fallait la théoriser, c'est ce qu'a fait l'Occident. Mais pour les croyants, nous avons été créés pour être démocrates. Et pour les non-croyants, la nature, sur la base du principe de non-souffrance, fait que nous aspirons à l'idée démocratique, pas au régime démocratique, parce que c'est le seul régime, c'est la seule idée, qui est capable de nous protéger contre la souffrance qu'on fuit naturellement. Merci. Voilà.